Je ne vais pas me livrer à une analyse ligne par ligne, mais plutôt avoir un regard sur le fonctionnement de la commune et les choix de la majorité. D'abord, quelques rappels factuels. Alors, mon collègue Alain Barraud en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on a connu une augmentation qui n'est pas négligeable en 2015 des impôts à hauteur de 5%, sans compter les hausses d'impôts sur le revenu au niveau national. Et je rappelle quand même que le responsable de tout ça, en grande partie, et de la baisse des dotations, s'appelle François Hollande. Et je rappelle à ceux qui auraient oublié qu'en 2012, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez glissé un bulletin François Hollande dans l'urne, ce qui a donné ce résultat. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'avait évidemment pas annoncé dans son programme ces baisses de dotation. C'était la surprise du chef. Et en tout cas, ça aura eu comme conséquence d'enlever une partie de ses ressources aux collectivités, de ralentir l'investissement. Et donc voilà, c'est pas Fantomas, quoi. On sait très bien qui c'est. Il n'y a pas de souci, il est très bien identifié. Je rajouterai à ça, quand même, cette année, monsieur le maire, vous êtes passé un peu vite tout à l'heure, mais quand même une augmentation des impôts annoncés de Grand Poitiers. Alors, monsieur le maire, vous en êtes ému, mais ça ne vous a pas empêché de ne pas voter contre. Donc, c'était sûrement une intervention de précaution, mais en tout cas, une abstention sur le vote, ou au moins un signe, aurait été quelque chose d'intéressant. Je crois qu'il faut avoir le courage jusqu'au bout des choses. C'est aussi la surprise du chef, c'est-à-dire que cet élargissement de Grand Poitiers qui nous était annoncé de très bon augure commence par une augmentation des impôts de Grand Poitiers. Donc voilà, ça c'est très factuel, c'est très concret, et je le dis aux Buxrollois, ils vont s'en rendre compte dans quelques temps quand ils paieront leurs impôts. Je rajouterai à ces hausses, les hausses aussi généralisées des tarifs municipaux en 2015, qui auront touché la garderie, la cantine, le centre aéré, ou encore les aides à domicile. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde a pris un petit peu de sa part. Et après, je trouve tout à l'heure dans votre analyse que vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui, de plus en plus, avaient des difficultés et donc on utilisait les tarifs sociaux. Bah oui, forcément, quand on augmente les impôts et quand on enlève du pouvoir d'achat aux gens, il faut bien que ça se retrouve quelque part. Donc c'est quelque chose quand même qui est très frappant. Les classes moyennes, depuis 2012, paient cash les choix nationaux et locaux. Donc ça, c'est des choses très, très factuelles. Alors dans le même temps, à Buxerolles, il y a cette spécificité, mais ça touche aussi Grand Poitiers, rassurez-vous, c'est qu'on a perdu des services. Je ne reviendrai pas sur la fermeture de la mairie le samedi, c'est-à-dire plus d'impôts, mais moins de services. Je rappellerai aussi la fermeture de la mairie, de la police le samedi matin, les centres aérés maintenant qui sont dans les écoles. Le nouveau, là je parle pour Grand Poitiers, mais tout est lié, on va avoir un nouveau système de ramassage, je le dis pour les gens qui ne sauraient pas, qui va être plus contraignant dans certaines rues, qui obligera certains à aller déposer au bout de la rue leurs ordures. Mais en même temps, rassurez-vous, on ne vous a pas oublié, on augmente la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc voilà, encore une fois, payer plus, mais avec moins de services. Je rajouterai aussi quand même, cet élargissement de Grand Poitiers, c'est qu'on est de plus en plus dépendant de Grand Poitiers sur un certain nombre de décisions. J'avais utilisé, et on me l'avait repris, je m'en souviens, il y a quelques mois, le terme de perte de souveraineté. En tout cas, c'est un terme qui a été repris, alors sûrement pas dans le même sens que moi, mais par Alain Claes lui-même, puisque quand il a présenté le budget de Poitiers, il a parlé de perte de souveraineté. On peut parler maintenant de perte de souveraineté. Alors je le dis aussi aux Buxrollois, on annonce que les Buxrollois devront arracher eux-mêmes l'herbe devant chez eux. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles économies ça va engendrer pour la collectivité. Parce que j'imagine que si on le fait, c'est que ça va entraîner une économie. Alors on me parlait de 30 000 euros si ça se faisait réellement, si tout le monde jouait le jeu. J'aimerais savoir comment ces 30 000 euros vont être réinvestis, parce que c'est toujours intéressant. Quand même, il faut noter, et moi j'ai l'habitude de dire les choses jusqu'au bout, qu'effectivement, il y a des économies de fonctionnement qui ont été faites depuis 2012. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a attendu ? On a attendu parce qu'on n'a plus eu le choix, parce que les baisses de dotation sont arrivées et qu'il fallait absolument trouver des économies. C'est dommage qu'on ne les ait pas un peu trouvées avant. Je souligne aussi, je l'ai dit, la renégociation des prêts qui ont été une bonne chose. C'est vrai qu'on a profité d'un climat financier qui était plutôt intéressant et là, pour le coup, je rends hommage à la majorité d'avoir pris en compte ces éléments pour renégocier. Moi, je soulignerai aussi les efforts louables et significatifs pour l'économie d'énergie. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses dans la commune pour l'économie d'énergie.
Bon, par contre, on laisse Valvert au quasi-abandon, puisqu'il est très peu utilisé, sauf pour les réservations de salles, et on continue à payer le chauffage. Ça serait intéressant de savoir, entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte, savoir un peu en termes de coût d'énergie, le prix à l'année de Valvert, pour avoir une idée. Par rapport à Cœur de Ville, je voudrais aussi en dire quelques mots. On va inaugurer jeudi une partie de Cœur de Ville, qui est tout à fait intéressante. Il faut bien le dire, le dessous des cartes, c'est quand même la demande assez expresse, à mon sens, de Grand Poitiers pour que quelque chose soit fait pour accueillir les bus dans de bonnes conditions. En tout cas, Grand Poitiers nous a demandé, mais ça nous a fait renier considérablement notre budget voirie l'année dernière. C'est un peu dommage. Je soulignerai aussi, même s'il y a encore quelques zones d'ombre, la suite de Cœur de Ville, puisque le projet nous a été présenté. Donc ça, c'est plutôt très bien. Par contre, permettez-moi de m'inquiéter quand même entre ces deux belles tranches d'une zone entre les deux qui, pour le coup, elle, ne va pas beaucoup évoluer. Et c'est un peu dommage, parce que imaginez quand tout va être refait des deux côtés, on va avoir une bande de commerce abîmée en mauvais état. Je trouve qu'en termes d'attractivité, il y a quand même, à mon sens, quelque chose qui n'est pas très cohérent. On ne va pas vraiment au bout des choses de cette question. Alors moi, sur la rénovation, je pense qu'à chaque fois ici, même sur les études, on a fait entendre le fait qu'on y était plutôt favorable. Mais il y a quand même une question qui se pose, alors c'est très bien de rénover les choses, mais la question, est-ce qu'on se pose vraiment, la vraie question, c'est l'attractivité du centre-ville. En d'autres termes, est-ce que depuis qu'on a fait une belle place des Castors, les commerçants travaillent plus? Ça, c'est une vraie question, parce que c'est bien de refaire les choses, mais il faut quand même que c'est un minimum d'efficacité. Et ben, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas, et je regrette qu'il n'y ait pas à ce sujet une vraie politique économique, municipale, pour accompagner. Je regrette aussi que parfois on fasse des choix d'organisation qui soient très peu cohérents. Quand on fait des soirées, par exemple, Place des Castors, c'est le lundi. Je rappelle que le lundi, les gens travaillent le mardi, donc ça amène un peu moins de monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça, par exemple, le samedi ou le vendredi soir, pour que plus de gens puissent en profiter. Parce qu'on aurait pu avoir, je pense, plus de monde. L'idée de la fête de la musique, très intéressante, mais je rappelle que le bar ne se trouve pas place de la mairie, mais place des Castors. Pourquoi on n'a pas organisé quelque chose autour de la place des Castors? Ça aurait permis de la faire vivre, ça aurait permis d'avoir quelque chose de plus pour le commerce. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est aussi des échanges que j'ai avec les commerçants. Et je trouve que là-dessus, on ne travaille pas assez sur l'attractivité de la commune. Et pour le coup, avoir une belle place des Castors, c'est souvent ce que les gens disent. Ça nous a servi à quoi? Pour le moment, à pas grand-chose. Et c'est dommage qu'on ne soit pas allé au bout du bout des choses. Et sur la politique immobilière, il y a pas mal de projets qui fleurissent. On verra, puisqu'il y aura un recensement, si ce sera suffisant pour se maintenir au-dessus des 10 000 habitants. En tout cas, pour le coup, la majorité actuelle aura une responsabilité importante si nous tombions sous la barre des 10 000 habitants. Nous, on pense aussi qu'il va falloir avoir une vraie réflexion sur la construction des logements sociaux, et on pense ce soir qu'il faudrait un véritable moratoire localement et dans la commune sur la construction des logements sociaux. Notre commune, je le rappelle, est plutôt un bon élève en la matière, et moi je pense que avant de redistribuer de la richesse, eh bien, il faut la créer. Et je pense qu'il faut favoriser le parc privé à un moment donné pour muscler nos entrées fiscales, parce qu'on sait que c'est un problème de notre commune. Et je pense aussi, pour l'avoir dit à plusieurs reprises, qu'il est indispensable que Grand Poitiers ne doit pas être que pour des désavantages. On doit aussi trouver des éléments de travail en commun. Il faut un rééquilibrage sur l'ensemble de l'agglomération des logements sociaux. Aujourd'hui, il y a eu des articles, il y a eu des choses qui sont parues à plusieurs reprises. Il y a un déséquilibre entre certaines communes de Grand Poitiers et d'autres. Et pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, il faut que Buxerolles fasse entendre sa voix. On ne peut pas accueillir tous les logements sociaux de l'agglomération. Il faut qu'il y ait des logements sociaux partout dans l'agglomération. Je trouve qu'en termes de mixité sociale, c'est évidemment quelque chose qui serait très important. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire stop, parce qu'il n'y a pas de raison que les logements sociaux n'arrivent qu'à Buxerolles. Un mot sur la politique environnementale. Il y a une vraie volonté affichée sur la politique environnementale. Il y a des actions encourageantes qui sont menées, notamment sur les utilisations des énergies renouvelables et sur les économies d'énergie. Alors c'est vrai qu'on profite surtout beaucoup d'opportunités en matière de subventions, mais il y a quand même quelques points en suspens qui me paraissent nécessaires d'aborder ce soir. Les ambassadeurs de l'énergie, c'est une bonne idée.
Mais moi, je me pose la question ensuite de l'accompagnement des personnes à qui on aura dit il faut faire des travaux chez vous. Comment est-ce qu'on va les accompagner pour aller plus loin? Il y a un gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a des dispositifs, mais très rarement, ils couvrent l'intégralité des dépenses. Et moi, ce que je pense par rapport à ces ambassadeurs, est-ce que c'était à nous de le faire? Est-ce que ça ne rajoute pas un nouvel interlocuteur à un dispositif qui existe déjà par ailleurs dans plein d'autres organismes? Il y a des ambassadeurs au niveau de Grand Poitiers, l'ADEME propose des choses, les fournisseurs d'accès proposent des analyses aussi. La question c'était, est-ce que c'était à nous, est-ce que c'était le plus pertinent de le faire au niveau de la commune? Je voudrais aussi avoir un moment une interrogation sur l'utilisation de la borne de rechargement. Moi je suis très favorable aux bornes de rechargement, et d'ailleurs je suis tellement favorable qu'il y a quelques jours j'ai posé la question à une collègue qui a une voiture électrique, et je lui ai demandé où est-ce qu'elle rechargeait sa voiture. Bon, elle m'a dit dans mon garage le soir. Et je lui ai dit, et les bornes publiques, t'en penses quoi? Elle me dit, écoute, sachant qu'il faut laisser à minima quand même sa voiture 1 heure ou 2, il n'y a bien que pour faire mes courses à la rigueur que je pourrais l'utiliser. Donc moi, je me pose la question de l'utilité de l'endroit où a été mise la borne de rechargement, près de la mairie. Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager, par exemple, de la mettre plus près du Leclerc? Est-ce qu'on n'aurait pas pu, enfin voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer de la mettre au pas de Saint-Jacques, près des cinémas? En tout cas, voilà, c'est une question qui se pose. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle est là. Il faut quand même la voir. Il faut quand même aller faire un peu le tour de Buxerolles pour pouvoir se rendre compte de l'endroit où elle se trouve. Et je ne pense pas que quelqu'un qui va faire ses courses va venir se mettre à la borne, faire ses courses, revenir, aller chercher son caddie. Enfin, voilà, l'idée est intéressante, mais on a le sentiment que c'était plus l'opportunité parce qu'il y avait une subvention qu'une réelle réflexion sur l'endroit où elle a été basée. Je trouve aussi alors que c'est intéressant d'avoir ça, mais en même temps, on a quand même un parc automobile municipal, il suffit de voir les camions dans la commune de temps en temps, qui est extrêmement polluant. Et là-dessus, moi, je regrette qu'il n'y ait pas une réflexion sur le parc automobile, parce qu'il y a quand même beaucoup de vieux camions très polluants. Je pense que là-dessus, c'est bien de vouloir faire de l'écologie, mais il faut aller au bout de la démarche. Je voudrais aussi poser la question, parce que j'ai regardé tout à l'heure les frais d'imprimé, la dématérialisation des conseils municipaux. Ça, c'est une vraie question qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir la possibilité, au moins dans un premier temps, pour ceux qui seraient intéressés, d'avoir, pourquoi pas, des tablettes. Quand je vois le prix que ça coûte, ça pourrait être tout à fait intéressant d'y réfléchir. Et puis quand même, c'est la police municipale qui nous livre les dossiers municipaux. Je ne sais pas si vous imaginez, à un moment donné où on dit qu'il faut limiter les déplacements de voitures, ils viennent nous livrer à domicile les dossiers municipaux. On est dans un espèce de non-sens et de contradiction par rapport à cette livraison. À Grand Poitiers, c'est jamais un policier de Grand Poitiers qui est venu nous livrer, ou de Poitiers qui est venu nous livrer les dossiers municipaux. Ça, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une réflexion qui soit posée, parce que je trouve que c'est pas du tout cohérent. Je ne vais plus être très long. Moi, je le redis à nouveau, et nous partageons cet avis. Notre commune ne vit pas au-dessus de ses moyens, mais c'est vrai que nos marges d'action sont assez limitées. On a un autofinancement qui est faible. Et nous sommes malheureusement de plus en plus dépendants des autres collectivités, et notamment de Grand Poitiers. Et ça, c'est un fait avéré. Nous dépensons peu, j'avais lu des choses là-dessus, je ne sais pas si c'est un bon signe de peu dépenser en termes d'investissement. En tout cas, investir aujourd'hui, pour moi, c'est préparer demain. J'ai l'impression que beaucoup de choses qu'on fait, c'est pour régler des problèmes du quotidien. Et j'ai le sentiment que notre commune aujourd'hui n'a pas une vision d'avenir de ce que devrait être une vision d'une commune dans les 20 ans à venir. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas forcément de remise en question, et on arrive au bout d'un cycle un peu sans souffle, sans saveur. Donc nous voterons contre ce budget primitif.